Allez, bah c'est parti. Alors déjà un grand merci à tout le monde d'être venu, d'avoir bravé la pluie pour venir assister à ce talk. Alors un grand merci à Epitech encore une fois pour les locaux, un grand merci à tous les organisateurs. Alors je vais pendant ce talk parler de Risque 5, un jeu d'instruction open source. Euh, Avant de commencer et rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais bien rafraîchir un petit peu la mémoire un peu de tout le monde et rappeler qu'est-ce qu'un jeu d'instruction, qu'est-ce qu'un ISA, un instruction set architecture. Pardon. Alors, un ISA, c'est entre guillemets le langage que va parler votre processeur. C'est-à-dire que lorsque vous allez vouloir faire une addition, par exemple, vous allez demander à votre processeur de faire une addition, pour savoir exactement comment vous allez vous y prendre, vous allez regarder l'ISA. En fait, c'est un petit peu la définition API de votre processeur, si on fait un petit peu le parallèle avec le développement web. On peut se demander en fait, où se place l'ISA dans les couches d'abstraction de l'informatique. En fait, c'est relativement simple. L'ISA est vraiment ce qui se passe entre le software, votre couche logicielle, et vraiment le matériel. Donc en gros, tout ça, ça va correspondre à votre processeur. Ça va être vraiment le processeur matériel. Au milieu, on va avoir le jeu d'instruction, qui va être un concept qui va décrire comment votre processeur, comment parler à votre processeur. Et au-dessus, vous allez avoir tout le code, toute la stack software. Si on met des noms par-dessus ces stacks-là, donc en fait, en bas, on va avoir votre CPU, le volume d'instruction, on va avoir risque 5, le sujet de ce talk, x86 ou ARM. Vous allez coder dans un langage de programmation tel que Rust ou C, et vous avez utilisé un compilateur tel que LLVM ou GCC pour générer du code assembleur ou du code machine. Alors maintenant, à quoi ressemble un ISA? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'ISA, c'est une définition API. Donc, au tout début, on va retrouver des informations sur l'encodage général d'une instruction. Ça va ressembler à peu près à ça. Et plus on va continuer dans les détails du jeu d'instruction, plus on va aller sur des précisions, on va aller directement sur l'instruction précise. Donc là, par exemple, on a la description, on a la spécification API, encore une fois pour faire le parallèle avec une API, d'un ajout entre un nombre immédiat et un autre registre. C'est ici. Et si on essaie d'appliquer un petit peu cette spécification, si on fait un appel API pour continuer la comparaison, on va par exemple pouvoir écrire de l'assembleur. Donc là, je vais appeler le code, l'instruction add-i, je vais ajouter x0 et 1000 et je vais mettre le résultat dans x1. x0 en risque 5, ça vaut toujours 0. C'est un registre qui vaut toujours 0. Donc en fait, effectivement, ce que je fais, c'est mettre ces 7 x1 à 1000. Si je compile ce code-là et que je regarde le code machine qui est généré, ça va ressembler à ça. Si je décompose au binaire, on voit que ça matche exactement avec la spécification de l'ISA que j'ai montré juste avant. On peut voir que le code est le même, que là on encode bien les registres comme on veut, là le code de fonction est le même, et l'immédiat 0x3 8 est bien encodé là où on veut. Alors maintenant que j'ai fait cette petite introduction, j'espère que ça a rafraîchi les mémoires de tout le monde. On va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Avant ça, une petite slide sur moi. Alors je m'appelle Simon Lucido, j'ai fait un cursus DevOps à Polytech que j'ai fini il y a 4 mois. Et vous allez me dire, mais là ce dont tu es en train de nous parler, c'est absolument pas du DevOps, c'est vrai. J'ai fait un demi-tour complet, j'ai fait un 180 complet, je suis parti dans une carrière de firmware engineer à Rivos, une startup américaine qui, comme Alexandre l'a expliqué, développe des CPU et construit des CPU et du silicone basé sur RISC-V. Vous avez mon LinkedIn à droite si vous voulez, il n'y a pas grand-chose dessus. Alors, une petite slide aussi pour parler et comparer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le milieu des ISA à l'heure actuelle. Historiquement, on a x86 qu'on retrouve sur à peu près tous les desktops et tous les ordinateurs. C'est un ISA qui est propriétaire, donc seulement AMD et seulement Intel peuvent créer des processeurs qui utilisent ce jeu d'instruction. On a ARM qui, lui, se retrouve surtout dans les portables, dans les téléphones. C'est un petit peu différent le business model. Pour ARM, on peut acheter des cœurs ARM, mais on n'a pas le droit de créer nous-mêmes des cœurs. Et après, on peut prendre ces cœurs-là et les intégrer dans un processeur. C'est ce que fait Qualcomm, par exemple, c'est ce que fait Mediatek. Ou alors, si on a beaucoup d'argent, comme Apple, on peut acheter la licence ARM, mais c'est rarement ce qu'on fait.
Et après, on arrive à RISC-V. Alors RISC-V, le gros point qui va le différencier, c'est que c'est un jeu d'instruction qui est open standard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe qui peut créer un processeur RISC-V sans payer quoi que ce soit, sans avoir aucune obligation. Si demain vous voulez faire un processeur qui utilise le langage l'ISA RISC-V, ça sera gratuit. Et ça va même encore plus loin que ça. Si vous trouvez qu'il manque quelque chose dans l'ISA, vous avez tout à fait le droit de faire une contribution, de faire une PR pour étendre l'ISA et rajouter vos instructions. C'est important de noter quand même que le matériel peut toujours être propriétaire. Donc si vous développez un processeur, vous avez le droit de mettre un IP là-dessus, et donc du coup vous êtes le seul détenteur du matériel. Alors, quelles sont les entreprises qui sont un petit peu dans l'écosystème RISC-V? Donc là, j'ai mis la liste de toutes les premium, les membres premiers de RISC-V International. Vous reconnaissez beaucoup d'entreprises. Google, Nvidia, Intel. Intel, c'est très étonnant d'ailleurs, hein, mais il y a Intel dans le consortium RISC-V. On voit beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entreprises qui font des choses différentes. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est comment, dans l'écosystème RISC-V, on peut gérer toutes ces entreprises qui vont peut-être avoir des objectifs différents, qui vont avoir des visions différentes, qui vont créer des produits différents. Alors pour ça, j'ai créé un petit exemple, on va dire. D'un côté, on a un vendeur de microcontrôleurs, donc de quelque chose qui est très embarqué, et de l'autre côté, on a un vendeur de processeurs pour data center. Celui qui va faire du microcontrôleur, il veut avoir très peu de fonctionnalités, il veut que ça soit très peu complexe, il veut que ça soit très peu cher, il veut que ça utilise très peu de puissance. Tandis que la personne qui fait du data center, ça va être plus s'assurer que le processeur va pouvoir lancer plusieurs applications en même temps, de manière sécurisée, va avoir des accélérations matérielles pour de l'encryption, pour de la vectorisation. Quelque chose qui est très important aussi, c'est de la virtualisation dans les data centers. Alors comment on fait pour organiser tous ces gens-là? RISC-V se base sur un système d'extension. À la toute base, pour faire un processeur RISC-V, vous devez choisir un mode d'adressage. C'est-à-dire, est-ce que votre processeur sera 32 bits, est-ce qu'il sera 64 bits, ou même 128 bits. On a même défini 128 bits. Personne ne fait du 128 bits, hein, je vous rassure, mais on peut le faire. On va dire que dans notre cas, on va prendre RV64. Donc ça va être un processeur 64 bits. On a une extension qu'on est toujours obligé d'implémenter, ça va être l'extension I. I, c'est l'extension de base. Elle va définir des choses de base, donc, dont les registres, les accès mémoire, des ajouts et des soustractions de nombres entiers. Ça va définir des opérations logiques, ça va les conditions, les jumps, donc ça va me permettre de faire des loops, la base de la base pour faire de la programmation. Vous verrez que là-dessus, par exemple, il n'y a pas de multiplication. On n'a pas de multiplication de base dans RISC-V. On n'a pas de nombre à virgule. On ne peut pas gérer de nombre à virgule de base dans RISC-V. Tous ces trucs-là, on ne les a pas. Alors comment on fait pour rajouter ces fonctionnalités? On utilise des extensions. Donc là, j'ai mis une liste des extensions les plus utilisées. Donc là, on retrouve l'extension M, par exemple, qui va rajouter des opérations de multiplication et de division. L'extension A pour tous les atomiques, F et D pour tout ce qui va être nombre à virgule. ZIS et SRW va permettre de lire et écrire dans des CSR. Les CSR, c'est des registres qui contiennent l'état du processeur, du cœur, va permettre de lire et écrire dans des détails, mais c'est une extension qui est très importante. Et toutes ces extensions que je viens de parler, elles sont tellement importantes que quasiment tous les processeurs les implémentent. Et donc, RISC-V a décidé de donner un nom, une super extension, l'extension G, qui en fait regroupe tout le reste de ces extensions-là. Je vous donne quelques autres exemples d'extensions, privilégiées et non privilégiées. Je vais revenir sur pourquoi c'est important après. B pour l'annulation de bits, SIMD, Vector qui sont vachement intéressantes. ZK, ça va être pour toutes les extensions cryptographiques, elles vont toutes commencer par ZK. Ça, c'est pour les extensions non privilégiées. Et de l'autre côté, on a les extensions privilégiées. Encore une fois, je reviens là-dessus juste après. La plus importante pour moi, c'est la H, l'hypervisor, qui va permettre de faire de la virtualisation. Alors, privilégié versus non privilégié. Alors ceux qui ont travaillé un petit peu avec x86 vont peut-être connaître ce schéma-là, ce ring, ce système de privilèges où en gros, plus on est à l'intérieur du ring, plus on a des hauts privilèges. Donc typiquement, on va avoir notre kernel, notre Windows, notre Linux qui va tourner en ring 0 et les applications qui vont tourner en ring 3. Il y a à peu près la même idée sur RISC-V, mais on a été plus précis que ça. On est allé un peu plus loin sur le nommage. On a dit que tous les processeurs doivent implémenter le mode M, le mode machine. C'est le mode de privilège,
C'est le mode le plus privilégié sur RISC-V. Tous les processeurs vont l'avoir et c'est le mode dans lequel votre processeur va démarrer. Lorsqu'on est en mode M, on peut accéder à toute la mémoire, on peut lire et écrire dans tous les CSR, on peut faire tout ce qu'on veut avec la machine. On peut accéder à tout le matériel qui est connecté à la machine, on fait ce qu'on veut. Un autre mode qui a été implémenté pour les systèmes embarqués qui sont un peu plus sécurisés, c'est le mode U, le mode user. Donc on va avoir le mode machine qui va exécuter, qui va faire tous les accès avec le matériel, par exemple, et le mode utilisateur qui vont faire tourner les applications. Et ces applications-là vont avoir des accès mémoire restreints, elles ne vont pas pouvoir accéder à toutes les instructions, par exemple. Et on a même le mode S, le mode superviseur. Ça va être pour les processeurs qui vont tourner du Linux, par exemple. On va avoir le firmware ou le BIOS qui va tourner en mode M, le kernel Linux qui va tourner en mode S, et les applications utilisateurs qui vont tourner en mode U. Ça va même encore plus loin que ça, si on rajoute l'extension H, dans laquelle je parlais tout à l'heure. Je vous laisse regarder un petit peu le chez moi, mais concrètement, le mode S est remplacé par HS pour l'hyperviseur, et après on a un modèle pour lorsqu'on est virtualisé ou non virtualisé. Alors, pourquoi c'est aussi important que ça, les privilégiés versus non privilégiés? Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la façon dont RISC-V a été pensé. Et ça se démontre par le fait que, en fait, le jeu d'instruction RISC-V est décomposé en deux parties. Tout ce qui va être non privilégié, le volume 1, et tout ce qui va être privilégié, le volume 2. Et donc tout ce qui est non privilégié, pour résumer un petit peu, ça va être les instructions que vous allez avoir le droit de faire dans n'importe quel contexte de votre processeur, que ce soit en mode M, en mode S ou en mode U. Tout ce qui va être privilégié, ça va être des instructions qui vont être limitées au mode M ou au mode S. Ça va être des choses qui vont être beaucoup plus proches de la machine. Et plus concrètement, en fait, le volume 1, donc le non privilégié, ça va être pour les gens qui vont développer vraiment des applications pour RISC-V, tandis que le volume 2, ça va être pour ceux qui vont faire des processeurs RISC-V ou du firmware vraiment RISC-V. Alors j'aimerais reculer un petit peu et parler de ce que je fais plus concrètement en mon travail. Donc, quand je me suis présenté tout à l'heure, j'ai dit que j'étais un firmware engineer, donc ça veut dire que j'écris du firmware, évidemment, à Rivos. Pardon. Qu'est-ce que ça veut dire écrire du firmware? En fait, votre machine, lorsqu'elle démarre, elle a plein de choses à faire. Lorsque votre machine va démarrer, il va falloir mettre en place la RAM, parce que la RAM n'est pas fonctionnelle au démarrage. Il va falloir amener de l'électricité à tous les sous-systèmes de votre processeur. Il va falloir mettre en place les fréquences, les clocks dans tout votre système. Il y a beaucoup de choses à faire. Et le but du firmware, en tout cas du boot firmware, je reviendrai sur la précision après, le boot firmware, son but, ça va être de mettre le système dans un état qui est correct pour le logiciel d'après, pour prendre la main. C'est-à-dire que dans le firmware, on va faire tout ce qu'il faut pour que derrière Linux puisse commencer à démarrer. Parce que Linux ne pourra pas démarrer s'il n'y a pas de RAM, par exemple. Il faut qu'on fasse en sorte que la RAM soit initialisée. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de prendre 30 minutes, tous ensemble, et essayer de regarder un petit peu à quoi ressemble mon quotidien à mon job. Et donc pour faire ça, je me suis dit, petite démo, tous ensemble, ça va prendre un petit peu de temps, on va essayer d'écrire un firmware qui va tourner sur un processeur RISC-V. Alors, je vous garantis, enfin je vous le dis tout de suite, ça va être relativement très facile parce qu'en fait on va faire ça pour une machine QEMU. QEMU, l'avantage, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est de la virtualisation, c'est un logiciel qui nous permet de lancer des machines virtuelles et d'émuler d'autres architectures. Dans notre cas, ça va être intéressant. QEMU, pour nous, va mettre en place toute la RAM déjà, elle va mettre en place toute l'électricité, même si elle n'existe pas vraiment, elle va mettre en place toutes les fréquences. Donc en fait, tout le gros travail du firmware, on n'a pas besoin de le faire. Par contre, on va pouvoir écrire quasiment directement la deuxième partie du firmware, ce qu'on appelle le firmware runtime. Ça va être du firmware qui va être là pour supporter les logiciels qui vont tourner au-dessus de lui. Donc en fait, on peut s'imaginer que Linux, je prends l'exemple d'une machine Linux, on peut s'imaginer que ça va être la chose la plus bas niveau qui va tourner sur votre machine lorsque vous êtes en train de taper dessus. En fait, non, c'est votre firmware qui est encore plus bas, qui va être entre vraiment le matériel et Linux. On va avoir encore une couche de firmware. Et c'est ce qu'on appelle le firmware runtime qui va permettre à Linux ou à n'importe quel système d'opération ou n'importe quelle application de pouvoir accéder au matériel qu'il y a dessous. Alors je reviens un petit peu sur QEMU. Donc comme je l'ai dit, on n'a pas besoin de gérer l'alimentation, la RAM, les fréquences. Des petits détails qui sont quand même importants pour ce qu'on va faire après. La machine virtuelle de QEMU qu'on va utiliser, c'est une machine avec 4 cœurs dedans. Donc on va avoir 4 cœurs RISC-V et on va avoir un UART qui est branché dessus. Un UART, pour ceux qui ne savent pas, c'est le port série. En gros, ça nous permet de faire de l'entrée-sortie.
On va regarder rapidement les objectifs qu'on va se fixer pour cette démo. Le premier truc qu'on essaie de faire en firmware, c'est de sortir de l'assembleur et d'arriver dans un vrai langage de programmation. En général, c'est vraiment notre objectif. L'assembleur, c'est bien joli, c'est rigolo 5 minutes, mais on essaie d'arriver dans du Rust ou dans du C le plus rapidement possible. La deuxième étape que moi j'aime beaucoup dès que je fais du firmware, c'est mettre en place une infrastructure pour faire des logging, enfin pour faire du log. Parce que pour débugger, en réalité, des fois, c'est quand même vachement pratique, surtout lorsqu'on est sur du vrai matériel. Là, sur QEMU, ça va être plus facile parce qu'on va avoir des débuggers, mais lorsqu'on est sur du vrai matériel, en fait, pouvoir loguer, c'est quand même plutôt pratique. Après, on va essayer de gérer les interruptions. Je reviendrai sur ce que c'est plus tard. On va essayer de gérer tout ce qui est SBI. Pareil, je vais voir ce qui est plus tard. Et une sixième étape, ça sera une surprise. On verra à la fin. Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été très clair, quelque chose sur lequel vous voulez que je revienne? On peut y aller directement. Alors déjà, est-ce que c'est assez grand? Oui, au fond aussi? Nickel? Parfait. Alors, je vous ai parlé un petit peu d'assembleur et vous me voyez en train de vous montrer du code Rust. Je veux juste vous montrer où est-ce qu'on va arriver, parce qu'à l'heure actuelle, le code Rust, vous voyez qu'il fait absolument rien, c'est-à-dire qu'on a un main qui tourne en boucle, il fait absolument rien. On va regarder comment on peut y arriver directement depuis de l'assembleur. Si ma machine va bien. Ça commence fort. Petit flop. Non, je suis en local normalement. Je suis en SSH, mais sur une machine locale. Ok, c'est bon. Ok. Donc notre point d'entrée, c'est de l'assembleur. Je vais vous l'expliquer un petit peu au fur et à mesure. Vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas. Notre point d'entrée, ça va être notre symbole start. On va rentrer ici. La première chose que je vais faire, c'est lire l'ID du cœur sur lequel je suis en train d'exécuter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la machine virtuelle, on va avoir 4 cœurs. Ce qu'on aime beaucoup faire lorsqu'on est en firmware, lorsqu'on fait une initialisation, c'est de prendre un cœur, faire toute l'initialisation dessus, et faire en sorte que les 3 autres cœurs, en fait, ils font rien en attendant. Ils sont en train de tourner en boucle. C'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas besoin de gérer la synchronisation entre plusieurs de nos cœurs, etc. Donc là, ce que je vais faire, au tout début, la première chose que je fais, je lis l'ID de mon cœur dans T0, qui est un registre, et je regarde si l'ID de mon cœur est égal à 0, auquel cas je saute dans la fonction secondary heart, sinon je vais dans la fonction primary heart. On va pas regarder ce que fait secondary heart, il n'y a rien d'intéressant dedans. Et primary heart, ce qu'on va faire dedans, c'est le minimum syndical pour pouvoir commencer à exécuter du code en Rust, en gros. Concrètement, je vais rentrer dans une fonction qui va me permettre de setup le BSS. Le BSS, c'est un espace mémoire qui est censé être initialisé à 0. Donc dans setup BSS, qu'est-ce que je fais? J'initialise à 0. Je setup ma stack. La stack, c'est ce qui pose le plus de problème pour les langages de programmation. C'est pour ça qu'on ne peut pas commencer directement. La stack, qu'est-ce que c'est? C'est un pointeur vers un endroit mémoire. Et lorsque vous poussez des trucs sur la stack, le pointeur augmente ou il descend. Le problème, c'est que lorsque votre cœur démarre, la stack, elle n'est pas configurée. Votre pointeur, il n'est pas initialisé. Et où est ce pointeur-là? C'est dans un registre qui s'appelle SP, Stack Pointer, sur votre cœur. Donc ce que va faire la stack, c'est juste initialiser ce pointeur à un endroit correct. Et après, je fais quelques opérations pour le statut, on y reviendra plus tard. C'est rien de très intéressant. Une fois que j'ai exécuté ces 3 fonctions, qu'est-ce que je fais? Je fais un LA. LA, c'est load adresse. Donc là, je load l'adresse de main dans T0. Main, si vous vous souvenez bien, c'est le nom de ma fonction Rust. Donc là, j'ai l'adresse de ma fonction Rust dans T0. Après, j'écris dans un registre qui s'appelle MEPC l'adresse justement de cette fonction. Ce que MEPC fait, ça va me permettre de dire à mon cœur à quel endroit je vais devoir continuer à exécuter lorsque je vais faire un MRET. MRET qui va être un machine return. Donc en gros, là, je suis en train de lui dire, à l'instruction juste après, lorsque tu exécutes ça, en fait, tu changes la prochaine instruction à l'adresse de main. Et donc là, en théorie, on est dans Rust. Alors la question, c'est comment on vérifie? C'est une très bonne question. Pardon? Non, reviens là, toi. Ok, alors pour faire ça, vous allez peut-être avoir un peu peur, je vais sortir quelque chose qui s'appelle GDB. GDB, c'est un débugger. Un débugger, à quoi ça sert? Ah oui, je n'ai pas lancé, attendez, bougez pas. Je vais lancer mon QEMU. Ok, mon QEMU est en train de lancer. Parfait. Attendez, bougez pas, je crois qu'il y a un petit flop.
Ok, parfait. GDB, qu'est-ce que ça fait? Ça permet avec QEMU en tout cas, ça permet de se connecter à vraiment le programme qui tourne dans QEMU et essayer de voir où est-ce qu'il en est. Et donc là, je me suis connecté à ma machine QEMU qui est en train de tourner la machine virtuelle. On va essayer de regarder exactement où est-ce qu'on en est. Split. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit là, c'est la ligne de commande GDB. Là, on voit les instructions à suivre en assembleur. Et là, on voit où est-ce qu'on en est vraiment dans le code. Et si j'avance un petit peu, vous pouvez voir qu'on est bien sur mon main, sur le Rust, le main Rust, on est en train de tourner en boucle. Là, on fait rien. Ok, on est sauvé. La première étape est faite. On est arrivé dans Rust. À partir de là, on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu. La deuxième chose que j'aime faire, alors attendez, je vais peut-être fermer ça, parce que ça prend 3/4 de l'écran. La deuxième chose que j'aime bien faire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est de setup une infrastructure pour faire du logging. Pour pouvoir sortir des logs directement depuis la machine virtuelle. Comme ça, j'ai plus besoin d'aller dans GDB tout le temps. C'est pratique GDB, mais bon, pour faire du debugging très rapidement, les logs, c'est bien. Alors, comment je fais ça? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ma machine QEMU, elle a un UART. Un UART qui permet de faire un port série. J'ai écrit du code. Je peux vous montrer très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai écrit du code qui va me permettre justement de communiquer avec cette UART. Alors que le protocole est relativement simple, hein, il y a quelques lignes de contrôle, après on envoie de la data sur un endroit, on a de la clock, enfin bref, rien de très incroyable. Par contre, ce qui est plus intéressant d'ailleurs, c'est comment je vais utiliser cette UART. Je sais pas. Pardon. La vraie question, ce qui est vraiment intéressant, c'est comment je vais utiliser cette UART pour pouvoir vraiment faire des logs. Petite question rapidement, qui a déjà fait du Rust ici? Okay, pas tout le monde, je vais quand même l'expliquer un petit peu. Les librairies en Rust, ça s'appelle des crates. Donc si vous avez fait du NPM par exemple, vous allez NPM un package, bah, en Rust on va cargo une crate. Et une crate qui est très connue dans l'écosystème de Rust, c'est une crate qui s'appelle log. Log, qu'est-ce que c'est? C'est juste un passe plat, plus ou moins, entre votre code. Vous pouvez loguer, vous faites des logs info par exemple, n'importe où dans votre code, et derrière une implémentation de logger qui va permettre d'écrire ces logs-là à un endroit en particulier sur votre machine. Ben là, c'est ce que j'ai fait. Si je vais dans... comment j'appelle ça? Dans Serial, je crois. Serial Models, voilà. Si je vais là-dedans, on peut voir que j'ai créé une truc qui s'appelle logger, qui détient mon serial, et j'ai implémenté log, donc le trait de cette crate log, pour mon logger. Et qu'est-ce que je fais dedans? En gros, je write des informations au fur et à mesure qu'on m'envoie des logs. Donc je log le temps, enfin, le timestamp de la log, je log le niveau de log, je log le module, j'écris la log, et j'écris derrière le fichier, et même la ligne qu'il y a dans le fichier. Et donc là, on a quand même un framework de logging qui est quand même plutôt avancé, qui va nous permettre de faire pas mal de choses très rapidement. Et on peut regarder à quoi ça ressemble. Si je fais un make run, c'est normal, on va regarder ce qui se passe dans le main. Mais si je fais un cargo run, un make run, on peut voir que bah, voilà, j'ai bien des logs qui sortent avec le timestamp, le niveau, le module et les logs qu'il y a dedans. Je vais juste vous montrer le main rapidement pour que vous compreniez pourquoi c'est en train de loop très rapidement comme ça. Tout ce que je fais, voilà, c'est attendre 10 millions de cycles, et loguer sleeping et attendre 10 millions de cycles. Et ça, je le fais en boucle. Donc c'est pour ça qu'on voyait plein de sleeping qui arrivaient dans la console. Très bien. Bon, pour l'instant, on ne fait rien d'exceptionnel. On va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet maintenant. Avant d'attaquer vraiment le gros du morceau, on va peut-être revenir sur quelques slides pour expliquer 2-3 trucs un peu plus élémentaires. Je vais arriver. Je vais vous expliquer qu'est-ce que sont les trappes, les exceptions et les interruptions. Sur tous les processeurs, en tout cas ceux qui ont moins de 60 ans, donc à peu près tous les processeurs, on a un système d'interrupt. Un interrupt, c'est quoi? C'est un signal extérieur qui vient dire au processeur « Attends, quelque chose, il y a eu un événement qui vient de se passer, il faut que tu regardes ce qui vient de se passer et que tu traites cet événement. » C'est ce qu'on voit là. Donc typiquement, quelque chose qu'on utilise beaucoup, c'est des timers. On peut dire à toutes les 100 millisecondes, s'il te plaît, viens me dire, il y a 100 millisecondes qui sont passées, il faut que je fasse quelque chose. Il y a
une autre façon de voir les interrupts aussi, c'est quelque chose qu'on appelle les exceptions. C'est comme des interrupts, mais ça vient depuis l'intérieur du processeur. On a plusieurs cas, là j'ai mis plusieurs exemples. On peut avoir des instructions illégales, avoir un mode avec on peut avoir une application qui tourne dans un privilège plus élevé, qui essaie d'exécuter quelque chose qui n'a pas le droit de faire, ce qu'on va appeler une illégale instruction par exemple. On peut avoir quelque chose qui est vraiment voulu, c'est-à-dire on fait un appel système, un petit peu comme quand vous êtes sur Linux et vous voulez ouvrir un fichier, derrière un appel système qui se fait par votre Linux. C'est ce qu'on appelle, ça serait dans ce sens-là, mais on peut faire la même chose avec le mode machine. Et on peut même s'appeler soi-même. On peut dire, bah voilà, moi je suis en machine mode, je veux m'appeler moi-même, je veux m'interrompre moi-même. Et tout ça, sur RISC-V, les interruptions et les exceptions, c'est géré de la même façon. Ça va être ce qu'on appelle une trappe. On va trapper quelque chose, il y a quelque chose qui va nous interrompre dans notre exécution. Et on aimerait bien gérer ça. Pourquoi on aimerait bien gérer ça? Parce qu'en fait, les trappes, c'est la seule façon que l'on a réellement pour communiquer entre les différentes unités qu'on a. Donc si vous avez votre Linux qui veut, je sais pas, accéder à votre UART par exemple, et que votre UART est protégé seulement en mode machine, il va être obligé de trapper, de créer un appel vers votre mode machine pour pouvoir faire ce print-là de l'UART. Et donc là maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est justement mettre en place ce système d'exception et voir essayer de s'appeler soi-même, de créer des trappes et pouvoir gérer nos trappes nous-mêmes. Donc là dans l'exemple que je vais donner, comme on n'a que le mode machine à l'heure actuelle, ce que je vais faire c'est ça, c'est un call from mode. Donc je vais avoir du code qui exécute en mode machine, qui va générer une exception et on va voir si je peux la trapper comme il faut. Alors regardons un petit peu le code que j'ai écrit. Si je retrouve mon VS Code, pardon. Il est là. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un petit bout de code qu'on ne va pas trop s'en préoccuper, le setup status. On va quand même regarder un petit peu plus dans les détails qu'est-ce qu'il fait. Juste boire un coup d'eau. Je vous laisse vous imprégner de ce magnifique code d'assembleur. C'est beau l'assembleur. Hein. C'est bon, vous êtes bien imprégné? Tout va bien? Personne n'est en panique devant de l'assembleur? Alors plus concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ce bout de code? Je vais charger des informations sur T0. Je vais mettre des bits 7, donc je vais mettre le bit 11 et 12 et le bit 7 et le bit 3. Là on voit une description de qu'est-ce qui se passe en haut. Ça va être des registres d'état, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur comment gérer les exceptions et les interruptions en RISC-V. En gros là je suis en train d'activer le fait qu'on peut m'interrompre et qu'on peut créer des exceptions au sein de mon cœur RISC-V. Là, ce que je vais faire juste après, je vais charger ASM Trad Vector. On va voir qu'est-ce que c'est après. C'est une adresse d'une fonction dans T0. Je fais une petite opération parce qu'il y a quelque chose qu'il faut suivre dans la spec. Et l'adresse de T0, je la mets dans MTVEC, le registre, le CSR MTVEC. MTVEC, qu'est-ce que c'est? C'est un registre qui détient l'adresse de la fonction à appeler lorsqu'on a une exception ou une interruption, lorsqu'on doit trapper. C'est machine pour M, T pour trap et vec pour vector. En gros, c'est l'adresse qu'on doit appeler lorsqu'on a une exception ou lorsqu'on a une interruption. Et la dernière chose que je fais, c'est que je désactive la gestion d'exception parce que pour l'instant, on n'a rien de bien mis en place. Donc, voilà, on garde ce code-là en tête. On va regarder encore de l'assembleur, je suis désolé. Celui-là, il est relativement simple. ASM trad vector, c'est la fonction qu'on avait vue tout à l'heure. On va regarder qu'est-ce que ça fait. En fait, lorsqu'on a une exception, une interruption qui arrive, l'application qui était en train de tourner avant n'a pas eu le temps de sauvegarder tout son état. Et on a eu une interruption, l'application a été vraiment interrompue, c'est dans le mot, et donc du coup on n'a pas eu le temps de sauvegarder son état. Donc la première chose qu'on fait à chaque fois qu'on doit gérer une interruption ou une exception, à chaque fois qu'on est dans un trap, c'est sauvegarder notre état à l'heure actuelle. Et là c'est exactement ce que je fais. Je me fais de la place sur ma stack, je charge tous mes registres sur ma stack, après je saute dans mon handler Rust, et à la fin de mon handler Rust, je remets tout l'état que j'ai enregistré dans les registres. Et à la fin, je return. Je retourne à l'adresse dans laquelle j'étais avant. Ok. On retourne sur du Rust. Je crois que c'est la dernière fois qu'on voit de l'assembleur. On va regarder un petit peu mon trap under Rust, la fonction qu'on voyait tout à l'heure que j'ai appelée depuis l'assembleur.
Bon, la première chose que je fais, c'est loguer. C'est toujours intéressant de loguer. Et là, mon but, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'était de faire un appel depuis le mode machine. J'ai essayé de m'appeler moi-même. Et donc ça a un code particulier. Ce code particulier, on le lit depuis le registre mcause. Mcause va tenir les informations par rapport à l'exception courante, l'exception qu'on est en train de service. Donc je lis... oui, ah si, il y a de l'assembleur dans Rust, pardon. J'ai menti. Je lis le CSR mcause, je le mets dans mon truc qui s'appelle cause, dans ma variable qui s'appelle cause, et je vérifie si ça correspond bien à mon call from mmode, oui, au bitmask de call from mmode. Le MSB correspond à interruption versus exception. 0 ça veut dire exception, 1 ça veut dire interruption. C'est bien une exception, on s'est appelé nous-mêmes. Et là, il faut lire la spec. Le troisième bit correspond à un appel depuis le mode machine. Si on a bel et bien un appel depuis le mode machine, je dis call from mmode, et sinon je dis trap not handled. Alors il y a de l'assembleur, mais regardez pas, pour l'instant. C'est pas intéressant. On va regarder ce qui se passe dans le main, on va pouvoir essayer de tester tout ça, je suis déjà dans le main, c'est énorme. Donc on a toujours le code qu'on avait un peu tout à l'heure. La première chose que je fais, c'est initialiser mon logger, ça n'a pas bougé. Et là, je vais faire deux choses. J'utilise la create risk 5 qui met l'assembleur. Ça serait que moi j'en ferais, mais bon, je savais que ça n'allait pas plaire à tout le monde. La première chose que je fais, c'est activer les exceptions pour les modes machine, enfin pour les appels depuis le mode machine, donc c'est l'exception qu'on essaie de gérer, donc ça tombe bien. Et la deuxième chose que je fais, c'est un eCall. eCall, c'est une instruction qui va permettre de faire un appel machine. Donc en fait, je suis en train d'activer les exceptions call from mmode, et puis je fais un call from mmode. On teste tout ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais juste enlever le sleeping, parce que sinon ça va être compliqué à lire. Je vais marquer qu'une seule fois. Comme ça, on voit qu'on revient bien ici et que l'état est bon. Make run. Donc on arrive, on est bien dans notre app handler, c'est là qu'on a vu tout à l'heure. On a bien eu un call from mmode et après on est bien revenu au bon endroit et on a bien notre sleeping. Tout est bon. Alors, ok, c'est bien, on a tout ça, on a un petit exemple de ce qu'on peut faire avec les exceptions. En réalité, on aimerait bien avoir un truc plus robuste qui nous permet vraiment de faire quelque chose d'intéressant. Et puis surtout, le but à la fin, c'est quand même d'avoir un espèce de kernel, un espèce de Linux qui va tourner sur notre firmware. Ça veut dire que notre kernel, pour tourner, il va avoir besoin d'informations qui est disponible seulement en mode machine. Et donc, il va avoir besoin de nous demander des informations, nous, en tant que firmware. Comment on fait ça ? Comme vous avez vu, lorsque on gère une exception, en fait, l'état des registres de la fonction qui était en train d'exécuter avant reste dans les registres. Donc, ça veut dire que si c'est fait exprès, si on fait un appel depuis le mode S, on pourrait mettre des informations sur ce qu'on veut que notre firmware fasse dans les registres. Donc, oui, je pense que ça a été clair. On va rester là-dessus. Et en utilisant ces informations-là, on peut déduire qu'est-ce que veut le mode superviseur. Pour gérer tout ça et pour pas que ça soit un cafouillis total entre toutes les implémentations, risque 5, en plus de faire le jeu d'instruction, définit aussi des standards pour des choses autres que le jeu d'instruction, dont ce qu'on appelle le SBI, le Supervisor Binary Interface. Et en fait, ça définit les appels, entre guillemets, système, qui sont standards pour la communication entre un firmware et un mode S. Ça utilise le même système d'extension que l'ISA, que le jeu d'instruction risque 5. Donc on va avoir des extensions qui vont définir des fonctions et votre firmware peut ou non implémenter ces extensions-là. Si on prend un exemple qui va nous intéresser, on a l'extension de la debug console. Donc tout ça c'est sur GitHub, hein. Il y a tout qui est open source, je vous rappelle. On a l'extension debug console et on peut voir la première fonction qui va être console write. Donc si on a un firmware qui est en train de tourner en mode S au-dessus de nous et qui veut essayer de print quelque chose sur l'UART, a priori, il va avoir besoin d'appeler cette fonction SBI console write. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire. On va implémenter cette fonction et cette extension SBI. J'en étais au combien? Je suis là, ça. Je crois que je suis au 4. C'est au 5. Okay. Donc là, si je vais regarder un petit peu dans mon SBI, donc là, je définis des
traits, des structures qui vont permettre d'utiliser le SBI de manière un peu facile. Pour abstraire un petit peu tout ça, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Maintenant, si je regarde de nouveau mon trap, comment je gère mon truc maintenant? Lorsque je récupère lorsque l'assembleur me donne la main avec des informations sur le trap, je vais regarder si c'est une interruption ou une exception. Si c'est une exception, je vais aller dans la fonction que j'ai appelée exception handler. Exception handler, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si c'est un supervisor env call. Si c'est le cas, on va aller dans le SBI handler. On regarde ce qui se passe dans le SBI handler. On récupère toutes les informations qu'on nous a renvoyées dans les registres. On essaie de matcher ça. Et si c'est bien un debug console, debug un pod string, alors je récupère le buffer qu'on m'a envoyé, je le reconstruis à partir de l'adresse et de la longueur, et je le print avec un log info. Et la dernière étape qu'on va voir, donc là j'ai implémenté aussi le read, donc en plus d'écrire dans la console, je peux lire depuis la console, et ça depuis le smod, pareil à travers le SBI. Maintenant, on va regarder ce qui se passe un peu dans le main. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à vraiment implémenter un firmware en mode S. Donc, j'ai un autre main, autre part dans mon code, qui va commencer à exécuter. Et lorsqu'on va commencer à l'exécuter, il va être dans le mode S. Comment on sait qu'il va être dans le mode S? Là, ce que je fais, donc j'active toujours les exceptions comme tout à l'heure. Je vais préparer le mode S. Et si je regarde qu'est-ce qui se passe dedans, je vais configurer des registres de PMP, donc Physical Memory Protection. En gros, je suis en train de dire à mon processeur que le mode S, il a le droit de faire tout et n'importe quoi, il a le droit de faire tous les accès mémoire qu'il veut. Je suis en train de lui dire que lorsque je vais faire un MRET, on va repasser en mode supervisor. C'est ça qui va me permettre de passer en mode S. Je vais écrire dans MEPC l'adresse de ma fonction supervisor main. Et en plus de ça, je vais dire qu'il n'y a pas de virtualisation, il n'y a pas de paging au niveau des adresses et tout ça, ça va être un accès direct. Et lorsque je ressors, qu'est-ce que je fais? Je fais un MRET directement. Alors regardons ce qui se passe dans le main de mon supervisor. En fait, pas grand-chose. Je vais dire hello from supervisor, et ça, je vais du coup l'envoyer à travers mon SBI, mon message SBI. Et après, je vais avoir une boucle infinie, où en fait, je vais lire les messages qui arrivent depuis la console, et dès que je vois un new line, je le ressors sur la console. Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que c'est une espèce de miroir, c'est un ping-pong. Je lui envoie un message, et il me répond directement. Mais ça depuis le mode superviseur. Donc là, ça passe par le SBI. On peut tester? Donc là, on voit bien le hello from supervisor, tout va bien. Et si je marque hello, bon, j'ai fait un typo, mais si je marque hello, on peut voir qu'il y a marqué hello qui ressort de l'autre côté. Et ça directement depuis l'intérieur de ma console. Bon, j'ai peut-être perdu quelques personnes au niveau du SBI, je pense. Je m'en excuse. Bon, on va arriver sur l'étape 6 qui était avec des petits points d'interrogation. On va voir qu'est-ce qui peut se passer si on pousse la chose encore un poil plus loin. Attendez, excusez-moi, il me faut que je récupère mon terminal sur cet écran. Ça demande quelques secondes de préparation, pas grand-chose, je vous rassure. Incroyable. Alors là, j'ai sorti mon terminal et vous allez voir exactement les mêmes logs que ce qu'on avait dans QEMU. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien d'incroyable. En fait, QEMU, comme c'est quelque chose qui est très poussé, on peut faire plein de choses avec la sortie UART qui arrive. Et là, ce que j'ai fait avec cette sortie UART, c'est que je l'ai redirigé sur un port TCP. Et ce port TCP, il est écouté par une machine chez moi qui est en train de récupérer toutes les informations de TCP et les remettre dans la console. Vous allez me dire, pour l'instant, tu n'as pas fait grand-chose. Là où ça devient intéressant, c'est que si ce port TCP, je le rends accessible depuis Internet. Et si je le rends accessible depuis Internet, à travers un QR code. Je vous laisse tout scanner le QR code rapidement. Alors vous allez voir un site fait en React avec du Tailwind CSS qui est plutôt incroyable. Est-ce que tout le monde l'a eu? Allez. Et si on va regarder là, on voit à peu près tout le monde qui est en train d'envoyer des messages.
Et donc là, ce qui se passe concrètement, vous avez votre message qui part sur Internet avec une requête HTTP, qui arrive sur mon serveur chez moi, qui récupère ça et qui le transforme dans une pipe TCP. La pipe TCP est envoyée à mon QEMU qui tourne sur cette machine-là. QEMU, ça le récupère en mode machine. Ça tombe bien, le mode superviseur essaie de récupérer les lignes qui sont en train d'être envoyées depuis la machine. Et on reprint ça depuis le mode... Je vois des gens qui s'amusent bien quand même. Allez, je vais fermer ça avant qu'il y ait des conneries qui arrivent sur le... Voilà, merci beaucoup, merci de votre écoute. Est-ce que vous avez des questions? Non. Merci. Alors, ouais. Ah. Oui, du coup, j'ai une question pour retourner sur l'assembleur. Je vois, du coup, tu utilises Emret, mais il n'y a pas moyen de faire un jump vers une adresse directement? Parce que tu peux jump dans l'assembleur sur des labels. Oui. Mais tu peux pas jump sur une adresse? Si, tu peux tout à fait jump sur une adresse. L'avantage du Emret, l'intérêt du Emret, c'est que c'est une instruction spéciale qui veut dire je suis en train de retourner d'un trap. C'est pas je suis juste en train de changer d'adresse un peu au pif, je suis en train de retourner, de repartir d'un trap. Ah, donc ça veut dire que le CPU a des fonctionnements internes qui sont appliqués. Okay. Donc là, la dernière étape, lorsque je suis passé en mode superviseur, tu as vu que j'ai changé plein de registres, etc. J'ai mis en mode superviseur. Je peux te remonter le code. Le main.rs dans préparer ce mode. En fait, là, tout ce que je fais ici, tous les registres que j'écris et surtout le MPP supervisor, ça, en gros, ça veut dire, lorsque tu vas faire un Emret, tu vas te retrouver en mode supervisor. Si je faisais un return classique, il ne se passerait rien. Tant que je ne fais pas un Emret, je ne repars pas en mode supervisor. En fait, le Emret va avoir 2-3 autres trucs qui vont faire que ça va avoir un comportement un peu spécial et c'est vraiment fait pour sortir d'un trap handler. Autre chose aussi, le Emret, lorsqu'on fait un Emret, on va jump à l'adresse qu'il y a dans le registre MPC. Normalement, lorsqu'on retourne une fonction, on va return depuis l'adresse qu'il y a dans RA. Là, on va return depuis le CSR MEPC. Il y a quelques fonctionnements différents depuis le Emret, et en fait, le Emret nous permet de sortir d'un trap et donc de changer de mode, de changer de privilège. D'accord, merci. Ouais. Merci pour le talk, c'était super intéressant. Merci. Je me posais une question, tu as parlé de plusieurs modes différents, donc tu nous en as surtout montré 3. Tu en as évoqué rapidement 3 autres pour la virtualisation. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dans ce qui est ratifié, donc ce qui est stable, on va dire, dans les specs RISC-V stable, il ne me semble pas. Je sais qu'il y a des extensions qui ne sont pas encore ratifiées, donc qui sont en draft, qui sont dans DMR, si tu veux, qui permet d'avoir d'autres modes d'extension, d'autres modes d'exécution. Il y a le mode G qui permet de dire qu'on est en train de tourner sur une machine qui fait du TSM, donc du Trusted Secure Environment. En gros, c'est que toute la mémoire va être chiffrée, etc. quoi. De ce que je sais, sinon, dans les specs actuels, ratifiés, non. Là, j'ai fait le tour de tous les différents privilèges qu'on peut avoir. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais juste poser une petite question. C'est au début de ta présentation, tu nous as dit que il fallait payer du coup des licences pour faire d'autres types de processeurs. Pourquoi alors il n'y a pas plus de processeurs qui utilisent cette architecture si elle est gratuite, ouais, qui est facile d'accès? Pourquoi c'est pas plus répandu aujourd'hui? Il y a plusieurs réponses à ça et je ne pense pas te donner une liste exhaustive et une réponse 100% précise. Les deux grandes choses, à mon avis, c'est que RISC-V, c'est quelque chose de relativement nouveau. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il y a une grosse traction vers ça au niveau de l'industrie du semi-conducteur. Et le deuxième gros problème, c'est que l'industrie du semi-conducteur, ça a une inertie énorme. Ça a vraiment une inertie énorme. C'est-à-dire qu'un cycle de développement de CPU, c'est 3 à 4 ans.
Donc ça veut dire que même si une entreprise s'y est mise il y a 3 ans, a commencé à développer un CPU, ils n'ont pas forcément de CPU qui sont sortis aujourd'hui. Rivos, l'entreprise a été fondée en 2021, on est en 2024, on n'a toujours pas de produit qui est disponible. C'est un temps d'inertie qui est vraiment énorme. Autre chose aussi, une autre problématique lorsqu'on arrive avec un nouveau jeu d'instruction et des nouveaux processeurs, ça va être le support software par-dessus. C'est-à-dire qu'il faut avoir une stack software, il faut avoir un Linux qui marche sur RISC-V qui marche bien, il faut avoir une JVM qui marche bien sur RISC-V, il faut avoir toute une stack software qui est bien préparée pour accueillir le nouveau ISA. À l'heure actuelle, on commence à y être de plus en plus à cet endroit-là pour RISC-V, mais ce n'est pas non plus le point de x86 qui a 40 ans de legacy derrière lui et de support, quoi. D'accord, merci. Ouais, je pense que c'est les deux plus gros points. Merci. Donc, merci pour la présentation. Et justement, je rebondis un petit peu sur la réponse que tu viens de donner. Comment vous faites pour vous assurer concrètement qu'il n'y a pas de régression entre les différentes versions de l'ISA que vous créez? L'ISA, c'est une spécification, donc tu ne peux pas vraiment avoir de régression. Je ne sais pas si je veux bien comprendre pour toi ce que tu appelles régression. En fait, il n'y a pas de code qui est exécuté par l'ISA, c'est une spécification API en fait. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de régression possible, je pense, à part enlever du code qui arrive avant, mais ça c'est quelque chose enlever des instructions qui venaient d'avant, mais ça c'est pas possible. Peut-être que tu peux préciser ta question, ou alors j'ai pas. Ok, ouais, du coup, dans ce cas, ce serait plus au niveau de l'implémentation, s'assurer que tout fonctionne comme ça fonctionnait avant. Alors là, c'est un très grand débat. À la base, pour être très honnête, à la base, ma présentation était un peu axée là-dessus, sur le cycle de vie d'un développement d'un processeur. C'est des années, des équipes de centaines de personnes qui vont faire de la validation à la fois du RTL. Donc le RTL, c'est un langage de description au niveau de toutes les gates, transistors, etc. qu'il y a sur un processeur. Donc, il y a une première partie de validation de RTL. Après, on passe du RTL à un design plus physique, où on va commencer à mettre vraiment les blocs les uns entre les autres, les connecter avec des fils, etc. Après ça, il y a une autre validation qui se fait, en sachant qu'à chaque fois, il y a des itérations de 500 ou 1000 fois. Il y a des bugs qu'on retrouve de partout. Une fois que ça s'est fait, on commence à placer vraiment tous les transistors sur la puce. Après ça, il y a une autre validation qui se fait. Et s'il y a des problèmes, on revient soit à l'étape d'avant, soit à 2 étapes d'avant, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, les itérations d'un processeur, créer un processeur, ça va prendre plusieurs années, quoi. C'est toutes ces itérations qui prennent vraiment très longtemps. En termes de technique, nous, niveau firmware qu'on a vraiment pour pouvoir valider notre firmware, on a d'abord QEMU, c'est le plus simple, c'est le plus rapide. Après, on a l'émulation. Donc en fait, on va émuler des blocs de logique sur des FPGA qu'on va programmer de la même façon que nos blocs à nous. C'est plus lent. Pour arriver sur Linux, ça va nous prendre 2 heures. Mais c'est déjà un peu plus précis. Et après, la dernière étape, c'est la simulation. Donc la simulation, on va tout simuler. On va avoir un grain à la hauteur de la picoseconde. Donc c'est super précis. Là, on est à peu près certain que si ça passe en simulation, ça devrait passer dans le monde réel. Et encore, le problème, c'est que pour booter sur Linux, ça prend 3 mois. Et c'est quelque chose qui est très important, la simulation, à la toute fin. Et donc, du coup, on ne fait pas un run jusqu'à Linux. On prend des blocs vraiment très importants, on essaie de les run en simulation, et on se dit, écoute, si les blocs les plus importants vont jusqu'en simulation, on va croiser les doigts, et on va voir si le reste passe ou pas, quoi. C'est la seule possibilité qu'on a. Et après, on envoie ça à la fonderie. La fonderie, elle nous renvoie le processeur après 9 mois, et après 9 mois, on démarre, et ça ne marche pas, et on recommence. En gros, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est aussi long. Ok, merci. Merci pour la presse. Tout à l'heure, tu parlais de développer tout un écosystème software autour de RISC-V, mais comment en fait le garantir en sachant que tout le monde peut choisir les extensions qu'il veut? Comment tu fais pour avoir des compilateurs GCC qui puissent marcher d'un proco à l'autre? C'est une très très bonne question. En réalité, la plupart des programmes vont pouvoir tourner avec un jeu d'instruction qui est plutôt limité. Avec RV64G, que j'expliquais au début, avec c'est la super extension qui regroupe pas mal de choses, on va quand même pouvoir faire beaucoup de choses. Beaucoup de run la plupart des programmes. Lorsque l'on va avoir des programmes qui vont demander des accélérations, je pense surtout à du SIMD et de la vectorisation, c'est les deux optimisations qu'on va le plus avoir. Il y a plusieurs façons d'approcher la chose. Soit
on peut directement dans le code se dire ok, on va avoir un code path si jamais l'implémentation est pas, l'extension n'est pas implémentée, ou ne peut avoir un code path si ça ne l'est pas implémenté. Ou alors on peut faire ce qu'on appelle du trap and emulate. Tout à l'heure sur mon schéma d'interruption, il y avait j'ai oublié le nom. Non, il y avait un nom précis. Une exception, illégale instruction. C'est le mot que je cherche. Lorsqu'on a une illégale instruction et qu'on arrive en mode machine, on peut regarder l'instruction qui a essayé d'être exécutée. Et si on voit que par exemple c'est une multiplication mais qu'on n'implémente pas la multiplication, on peut se dire on va l'émuler. Je vais faire 10 fois des additions et ça fera mon x10 qui m'a demandé. C'est beaucoup plus lent, mais ça permet d'avoir quelque chose qui peut marcher. En réalité, le top du top, ça serait d'avoir des solutions pour avoir les bouts de code nécessaires qui sont recompilés à la volée selon les extensions que tu as. Il y a aussi autre chose, donc là je suis pas sûr à 100%, dans la communauté RISC 5 qui s'appelle les profils. Les profils, ça va être des regroupements d'extensions qu'on va rendre standard. Je pense qu'il devrait avoir un profil pour la classe de desktop qui vont avoir RISC 64G, H avec vectorisation et SIMD. Et avec ça, on devrait avoir un jeu d'instruction qui est assez puissant pour faire tourner quasiment toutes les applications qu'on veut. C'est une question qui n'a pas de bonne réponse encore à l'heure actuelle, mais on a quand même des solutions. Ok, merci. Je voulais te poser la question assez simple de savoir est-ce qu'il y a des intérêts de performance à utiliser des processeurs qui utilisent cette architecture plutôt qu'une autre? Pas spécialement. On a des intérêts indirectement, j'ai envie de dire. On a des intérêts de complexité. C'est-à-dire que je prends l'exemple de x86 surtout, qui est un très vieux ISA et donc du coup qui a beaucoup de legacy avec lui. On va devoir du coup supporter des instructions qui sont vraiment très vieilles juste parce qu'on doit faire du legacy. Et donc du coup ça rajoute un petit peu de la complexité dans le design du processeur. En réalité le mythe de RISC versus CISC, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, c'est un peu du pipeau. Les jeux d'instruction ne jouent pas énormément sur les performances qu'on peut avoir. En réalité ce qui joue le plus ça va être la segmentation de marché que chacun des ISA va avoir, et du coup forcément x86 historiquement ça a toujours été du desktop, donc du coup les desktop c'est le plus puissant, donc on va avoir l'impression que x86 est plus puissant. Ils sont arrivés les séries M des MacBook et on se rend compte qu'au final c'est peut-être pas si vrai que ça. Voilà. Et on voit aussi beaucoup de gens de Amazon, etc., qui commencent à faire leur propre processeur en ARM. Mais c'est plus, en tout cas pour moi, une question de business vraiment une question de technique derrière. Et c'est pour ça que RISC 5 aussi a, je pense, un bon futur devant lui, c'est que niveau business, c'est quand même très intéressant. Question. On parlait des différents types d'extensions du RISC sur les différents jeux d'instruction et je me demandais s'il y avait une différence avec par exemple les extensions qu'on peut avoir sur des CPU qui existent déjà comme le SSE ou la VX, ou est-ce que c'est exactement la même chose? C'est la même chose. Concrètement, c'est la même chose. La VX, ça va être de la vectorisation, un petit peu comme le V, ça va être de la vectorisation sur RISC 5. C'est le même fonctionnement. Le système d'extension, c'est pas quelque chose de nouveau dans le domaine des ISA, des jeux d'instruction. Par contre, ça a été poussé jusqu'au bout avec RISC 5. C'est un joli parallèle à faire. Avec tout ça, c'est des extensions qu'on peut retrouver à x86-64. Ok, et j'avais une autre question sur le futur de RISC-V, parce que je crois que j'avais vu que les USA essayent de freiner des cas de fer parce que ça améliorerait la compétitivité de la Chine. Et du coup, est-ce qu'il y a un futur pour RISC 5 ? Est-ce que c'est un truc qui peut être interdit par des gouvernements ou comment c'est géré C'est une très très bonne question. À la toute base, lorsque j'ai préparé mon talk, pareil, ça j'en parlais. Justement, si je remets la liste, je peux le faire là. Si je remets la liste de toutes les entreprises qui sont investies dans RISC 5, en fait, on peut se rendre compte que la moitié d'entre elles, ça va être des entreprises chinoises. Pourquoi ? Un petit peu pour les raisons que tu soulèves là, en fait, c'est qu'il y a un gros conflit géopolitique à l'heure actuelle entre la Chine et les US. Et les US essaient de freiner le plus possible les Chinois qui essaient de développer une souveraineté, on va dire, au niveau de leur informatique. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, ils peuvent faire un peu un bras de fer à ARM et à Intel et à AMD pour pas vendre des processeurs aux Chinois. Et justement, la stratégie des Chinois, c'est de se dire, ok, si on nous bloque l'accès à la technologie, on va développer la technologie nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'entreprises chinoises qui sont en train de se tourner vers RISC 5. Est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose là-dessus ? Non.
Le Risque 5 International, c'est une association qui n'a pas vraiment la main sur Risque 5 derrière. Dans tous les cas, la licence à l'heure actuelle est l'open source. Légalement, il y a peu de choses que les gouvernements peuvent faire. Ils pourraient à la limite mettre de la pression sur les entreprises qui sont là-dedans, mais en réalité, la majorité, c'est des entreprises chinoises, donc en fait, ils ne peuvent pas faire grand-chose non plus. Je pense que Risque 5 sera, pour moi, l'issue de sortie pour la Chine au niveau de leur souveraineté informatique et des jeux d'instruction, en tout cas. Je voulais te poser une petite question par rapport à ton entreprise. Est-ce que les processeurs qu'elle développe, c'est pour à but d'être vendu au grand public ou c'est pour un secteur particulier? Et autre question qui va avec, est-ce que tu penses que du coup avoir une architecture comme ça qui est open source, comme tu le dis, et qui est du coup ouvert pour tout le monde, ça peut créer un marché qui puisse du coup faire descendre les prix des composants aujourd'hui, des processeurs, en diversifiant un petit peu le marché? La segmentation qu'on a, alors, nous, notre entreprise, c'est le data center. Donc c'est pas quelque chose que toi tu vas acheter. On va se confronter au marché du data center. Est-ce que ça peut créer une chute des prix? J'ai envie de te dire, toute compétition devrait créer une chute des prix. En tout cas, ça devrait aller dans le bon sens. Si l'entreprise existe, si on a du financement, si on existe encore après 3 ans et qu'on a 500 employés en tant que start-up, c'est que je pense qu'il y a un vrai intérêt derrière et que, en tout cas, les investisseurs y voient vraiment une vraie opportunité. Est-ce que ça sera le cas ou pas? J'ai pas fait business school, je ne pourrais pas te dire. de mon point de vue, oui, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Alors j'ai une dernière question. C'est vu que tu parlais que la Chine essaye de justement produire ses propres processeurs. Est-ce que ça veut dire que les US essayent aussi de faire leurs propres usines, potentiellement pour se battre contre TSMC, par exemple? Tu as la moitié d'une réponse. Les US demandent à TSMC de venir produire aux US. C'est ce qui se passe sur tous les, je suis pas sûr de moi, mais tous les A18 Pro qui viennent de sortir de iPhone, là, de Apple, ils sortent tous d'une usine aux US de TSMC. Je sais pas si tu as entendu parler du Chip Act des US, qui est en gros une grosse subvention à toutes les entreprises qui font de la fonderie de semi-conducteurs, avec des grosses subventions pour construire une usine là-bas. Donc on a TSMC qui est venu, il y a Intel qui est venu, je crois qu'il y a Samsung aussi qui est intéressé, mais on parle de dizaines de milliards de dollars pour construire une usine aux US, quoi, avec des nœuds de haute pointe, évidemment. Je crois que Intel prévoit d'avoir des nœuds en 18A avec une grosse complexité aux US en 2025. TSMC devrait avoir une deuxième usine, il me semble, en 2025 aussi. C'est la direction que prend les US, en fait. C'est de dire... En fait, c'est compliqué de rivaliser contre TSMC. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est les ramener déjà aux US et faire en sorte de booster un petit peu Intel, même si pour l'instant, c'est plus comme ça que comme ça. Mais et voilà. Ok, plus de questions. Bah, merci du coup.